Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour un nouvel épisode d'un live, une histoire. Ce soir, on va parler famille, on va parler papa. Qu'est-ce que ça fait que d'être papa d'une petite fille? Qu'est-ce qu'on ressent? Comment on gère les trucs? On va avoir l'opportunité d'accueillir Jordan. Jordan, c'est un homme que j'ai découvert via Bonne Gueule, une marque de vêtements, un blog également de vêtements qui m'a beaucoup aidé, qui a aidé énormément d'hommes à pouvoir se vêtir, trouver leur style. Et un jour, dans une vidéo, par hasard, je ne me rappelle plus exactement laquelle, mais j'ai entendu Jordan parler d'un changement dans sa vie, avec notamment la naissance de sa petite. Et donc, je me suis dit, ça peut être un sujet intéressant pour l'interviewer. Allez, je lui envoie une petite invitation et on est parti. Allez. J'espère que vous avez la forme. Je vois Bokorama qui est là, Stéphane qui est là, Will Daddy également. Bienvenue, bienvenue. Donc, normalement, tu as reçu l'invitation, Jordan. Kadmayana qui est là, bonsoir. J'espère que ça va. Alors, tu peux aussi m'envoyer une invitation, hein, Jordan, si tu le souhaites, si tu vois que ça ne fonctionne pas. En tout cas, de mon côté, je te l'ai envoyé. Pour celles et ceux qui découvrent un live, une histoire aujourd'hui, bienvenue. Hein. Donc, je m'appelle Flavien Bory, je suis journaliste, je travaille pour Canal+, notamment, et à côté, voilà, j'ai mon petit podcast, j'ai mon petit compte d'interviews sur lesquels j'adore interviewer des personnes issues de différents milieux, de différents pays aussi parfois. J'ai vraiment envie qu'on puisse s'ouvrir davantage l'esprit, se cultiver davantage, faire preuve davantage de curiosité. Et je trouve qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout connaître. Donc je trouve que vous présenter cela à travers un live, une histoire, ça peut être intéressant. En tout cas, vous faire découvrir des personnes qui vous aideront peut-être à comprendre les autres. Alors, Jordan, je ne sais pas si tu essayes de te connecter avec un ordinateur, je ne sais pas, mais on peut que le faire avec un téléphone. Parfois, ça arrive que les personnes se trompent. Donc, on va attendre. Et puis, je vais éventuellement relancer hein, si jamais ça prend trop de temps, histoire que les gens qui sont en replay voient directement l'essentiel. Allez. Ah non. Stéphane, désolé, c'est pas pour toi ce soir. C'est pas pour toi ce soir l'interview. Allez, on va attendre un petit peu. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des thèmes de sujet, à me les envoyer. Salut! Salut, désolé, j'ai galéré comme un ouf. Pas de soucis. Tu vas bien? Ouais, ça va très bien et toi? Ouais, je suis très heureux de t'avoir en face de moi. Ouais, D'habitude, merci. d'habitude, je te vois en vidéo, je te lis. Ah, tu lis aussi les articles, tu fais partie des derniers qui lisent. Bah, ouais, moi je trouve que c'est pas du tout le même, c'est pas du tout le même rapport en fait. Ouais, exactement. Et puis avec l'écriture, on a le temps de poser les choses, donc c'est vrai que c'est un média que j'aime bien aussi. Ouais. Ouais, non, non, tout à fait. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier, toi et toute l'équipe, pour tout ce que vous nous avez apporté et enseigné. Vraiment, merci beaucoup. C'est gentil, je transmettrai justement au reste de l'équipe tes gentils mots. Voilà. Et moi, notamment, qui est journaliste et qui fait de la télé, ça m'a beaucoup aidé. Donc, merci. Quand tu faisais des papiers sur le sujet, justement? Non, 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 c'est que, en fait, la plupart du temps, je fais des chroniques, notamment pour Canal. Et Ouais, c'est important d'avoir un style qui représente qui on est, en fait, ouais, pour que ça appuie éventuellement nos propos. Et je sais que tout ce que vous avez pu m'apprendre sur le vêtement, ça me sert aujourd'hui. ok. Donc, Ouais, dans ce sens-là, bah tant ouais, mieux. dans ce sens-là. C'est là où le vêtement est vraiment opère une sorte de magie. Mhm, C'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. tout à fait. Alors, ce soir, on va pas parler de vêtements. Ouais. On va plutôt parler famille. On va plutôt Mhm. parler de ton rôle de papa. Yes. Voilà. Tu as une petite fille. C'est ça. C'est ça, une petite fille de 2 ans et 4 mois maintenant. Mhm. Ouais, c'est ça. Alors, ma première question.
On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. La première fois que tu as vu ta fille, que tu l'as eu dans les bras, tu peux nous raconter un peu ce moment? Ah ouais, toi, tu attaques très très Ouais, fort. ouais. Alors, sans entrer dans les détails, mais il était très tôt le matin. Et la première fois que je l'ai vu, ouais, là, ouais, forcément, ça vient devant les yeux. Euh, je sais pas, il y a un truc le temps s'arrête et je vais sûrement dire des gros clichés, mais, mais pour le coup, il peut se passer n'importe quoi autour, ça n'a plus aucune importance. Et puis, ben, on découvre peut-être ce qu'on s'était imaginé d'une certaine manière, etc. Et puis en fait, c'est quelque chose d'autre qui arrive et c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé. Et là, effectivement, vraiment, moi, je suis resté. Je pense qu'il y avait plus de son, plus d'image, quoi. J'étais vraiment, je buguais, quoi. Je buguais, et puis on prend tout ça et on n'intellectualise pas du tout. Enfin, voilà. Et puis jusqu'à ce que, effectivement, bon, la maman l'avait sur elle et elle avait bien mérité, après l'effort d'avoir le premier câlin, quoi, normal. Et puis ensuite, moi, j'ai pu la prendre et là, c'est ouf, en fait. Je crois que ça dépend quand même des gens, parce qu'il y en a qui peuvent ne pas avoir de déclic tout de suite, ça peut venir après, ça peut ne pas venir du tout aussi, hein, il y a les tabous là-dessus, mais et moi c'est vrai que c'est venu direct quand je l'ai prise dans mes bras et on a une photo du coup de ce moment-là, là qui est bien encadrée chez nous. Et, et voilà, c'était vraiment, c'est à la fois très flou et très précis quoi, comme souvenir. Est-ce qu'on ressent de l'émotion? Est-ce qu'on ressent une chaleur? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de l'excitation? Est-ce qu'on a les poils qui se hérissent? Ah, écoute. Écoute, je pense que c'est un peu au-delà de l'émotion, en fait, c'est juste, enfin si, après t'es tellement fatigué aussi, donc ça c'est pas facile, mais ouais, t'as forcément, enfin moi, les larmes aux yeux et puis pas forcément de frissons, mais ouais, une grosse émotion qui mêle plein de trucs en fait, mais surtout effectivement tu retombes amoureux direct C'est quoi. vrai? Donc c'est ça quoi, c'est ok. Et puis, il y a pas tout de suite le côté, tu vois, responsabilité. C'est ça, on s'y est préparé déjà pendant 9 mois. Donc là, c'est juste autre chose. C'est aussi beaucoup de gratitude pour le fait que bah, ça soit bien passé, euh, que tout le monde va bien. Et du coup, ben voilà, c'est la suite un peu logique. Et ouais, c'est l'expression être sur un petit nuage, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire que tu retombes amoureux tout de suite? Euh, c'est une autre sorte d'amour, pas l'amour qu'on peut ressentir. Ouais, c'est l'amour filial et c'est juste le côté évident de la chose. Tu vois. Bon, maintenant, on est lié à jamais et je serai là à jamais, toi, à tes côtés et je ferai tout pour toi. Et c'est quelque chose qui est très très fort, instantané et c'est comme ça maintenant et ça, voilà, il s'est opéré un changement, tu vois, parce qu'en fait, peut-être qu'on en parlera, mais entre nous, les 9 mois de grossesse ou moins, bah, quand on est un homme, malheureusement, on le vit pas autant. Et donc du coup, On va en parler. ouais, donc du coup, le vrai déclic pour moi, il se fait là, quoi. Là, c'est la réalisation pleine, elle est là, parce que notre corps se transforme pas, etc., tout ça. Donc ça fait un choc qui est aussi peut-être d'autant plus fort, je sais pas. Euh, donc voilà. Est-ce que ça ressemble à ce qu'on peut ressentir pour ses parents ou c'est encore différent? Euh, Ça se passe bien. ouais, ouais. C'est une bonne question. Écoute, je pense que c'est un peu de la même, du même registre, de la même tonalité, mais c'est plus fort. Parce que, ouais, on va pas faire de hiérarchie dans l'amour, mais je pense que c'est en fait, c'est, c'est difficile à décrire, mais maintenant, c'est pas qu'on est à son service, mais c'est que, ben, on pourrait mourir pour cette personne-là. Je dis pas qu'on pourrait pas mourir pour ses parents, mais peut-être qu'on réfléchira 2 fois. Là, on réfléchit pas. Il y a quelque chose je sais pas, de viscéral, quoi. C'est comme ça, c'est pas autrement, et puis c'est pour toujours. Et toi, tu as réalisé tout de suite que tu étais papa quand tu l'as vu, quand tu l'as tenu, ou est-ce que ça arrivait quelques temps après? Non, c'est marrant. J'avais eu un peu des témoignages qui disaient ça, que ça arrivait un peu après. Moi, c'était tout de suite. C'est drôle parce que je sais pas
si c'est beaucoup le cas, enfin j'en sais rien, j'ai pas de statistiques, mais effectivement, moi mon rôle je l'ai pris tout de suite. J'ai voulu m'impliquer tout de suite. Voilà, c'était vraiment, on était là-dedans à deux. Et puis, et justement, tant mieux dans le sens où effectivement après l'accouchement, il peut y avoir un blues pour la femme, il peut y avoir beaucoup de choses qui compliquent. Et du coup enfin, on en a reparlé et elle était contente que je sois dès le début comme ça à fond quoi. Hmm. Ouais. Alors que de plus en plus de Français décident de ne pas avoir d'enfants pour tout un tas de raisons, budget, liberté, environnement, peur. Toi, ça n'a pas été ton cas? Alors ouais, c'est une très bonne question, je trouve. Écoute, il y a encore hier, j'ai réagi sur Instagram à un post qu'avait fait Salomé Saké, je crois qu'on dit, ou Sac. C'est une journaliste engagée et qui partageait en fait son désir de ne pas avoir d'enfant. Elle savait très bien là où elle mettait les pieds, mais elle le faisait quand même parce qu'il faut ouvrir les consciences. Et, euh, et je réagissais parce que elle mettait, elle avait mis en copier-coller tous les commentaires en fait qu'elle avait reçus, qui étaient vraiment, bon, je les résume pas ici, mais enfin, qui étaient vraiment pour moi, je trouvais ça, mais je sais pas, j'étais atterré par ces commentaires. En fait, je me demandais comment on pouvait réfléchir comme ça et surtout comment on pouvait s'en mêler, quoi. Je veux dire, et donc c'est ce que je lui ai dit, humblement. Je lui ai envoyé un message de soutien parce que je trouvais que c'était bien à propos, en disant, écoute, enfin, écoutez, j'ai trouvé pourtant que ce que vous avez dit, c'était à la fois simple, pacifique et surtout, ça ne regarde que vous. Donc force à vous, voilà. Donc du coup, ça pour introduire le fait que euh, effectivement, ce désir de ne pas avoir d'enfant, il est de plus en plus affirmé et assumé, et c'est tant mieux. On a le droit absolument à la fois d'avoir des enfants et de ne pas en vouloir. Enfin, c'est vraiment quelque chose de, je vois pas qui ça doit concerner. Et, de mon côté, moi je sais que, bon, moi je viens d'une famille de quatre enfants et j'ai toujours su que, enfin, voilà, avoir pas une tribu, mais en tout cas deux enfants, je pense, ça m'a toujours fait kiffer pour le côté transmission, etc. Et là aussi, je trouve que là où tu vois sur le poste de Salomé, il y en a beaucoup qui disaient, mais ne pas vouloir d'enfant, c'est égoïste. Mais pour moi, c'était complètement l'inverse. Je me dis, non, moi je trouve que vouloir avoir des enfants de nos jours, c'est peut-être ça qui est un peu égoïste, mais c'est pas grave, on a le droit de l'être, hein. Donc, moi, ma réflexion, ça a été, malgré ce désir-là, j'ai douté aussi, parce que, effectivement, quand on voit l'état de la planète, quand on voit voilà, le monde tel qu'il est, bah, ça peut faire douter, en tout cas. Après, on peut se dire aussi que c'est pas forcément la démographie qui va jouer de manière néfaste, enfin, sur l'écologie, enfin, quoique, c'est peut-être aussi, en faisant des enfants, peut-être qu'on fait aussi les forces qui demain, justement, viendront se battre pour ce monde-là. Donc, voilà, mais bref, j'ai aussi, on fait pas un enfant tout seul. Donc, et moi j'étais avec ma compagne depuis déjà, je sais pas, ça faisait 8 ans, peut-être quelque chose comme ça. Donc en fait, voilà, on avait construit ce projet déjà depuis un moment et du coup, avoir un enfant, c'était la continuité qui, tous les deux, voilà, nous semblait logique et naturelle. Et voilà, donc ça l'a emporté sur les doutes. Et quelle appréhension tu avais avant d'avoir un enfant, avant la naissance de ta fille? Écoute, en fait, Je, je, je suis quelqu'un qui m'éparpille un peu. J'aime bien faire beaucoup de choses. Je fais de la musique. J'aurais adoré faire, si j'avais eu du talent, tu vois, un film, faire du théâtre, faire toutes sortes de choses, mais je m'éparpille beaucoup. Euh, et, euh, et parfois, avec prétention, j'ai l'impression que je pourrais faire des trucs, etc. Et effectivement, l'appréhension, ça a été de se dire, eh ben, si elle arrive, enfin, il ou elle arrive demain, ça va être plus compliqué. Je vais pas pouvoir m'épanouir. Disons, c'est ce que je me dis au début, tu vois, autant que je pouvais le faire quand on était qu'à deux ou tout seul, encore pire. Euh, et pour le coup, et ça, bon, bah, c'est vrai, enfin, c'est-à-dire que on est, une fois que le bébé est là, on est très limité
dans son propre développement personnel. Hein, ça, c'est évident. Donc on met les choses en stand-by. Après, bon, bah, on développe d'autres choses, on développe d'autres compétences, on développe un autre, une autre activité qui parfois, dont on se passerait bien parfois. Et puis ça dure un certain temps aussi. Donc on relativise. Et puis quand on est parent au début, bah, on est mauvais. Enfin, en tout cas, on n'est pas aussi bon qu'on le sera plus tard. On s'améliore toujours. Et du coup, on devient toujours meilleur à se dégager du temps ou à essayer de trouver justement dans des petits moments, des petits battements où on est un peu seul ou voilà, comment s'épanouir. Et puis après, bah, en fait, justement, comme moi, j'avais tendance à m'éparpiller beaucoup, peut-être que ça restera aussi. Voilà, on se dit, ok, donc c'est quoi ma vraie priorité finalement? Et du coup, quand j'ai un petit peu de temps, bah, je m'adonne à celle-ci. Et je vais pas faire plein de choses de manière médiocre. J'essaie d'être, pas forcément le meilleur, c'est pas la question de ça, mais j'essaie en tout cas de m'améliorer dans ce domaine-là particulièrement. Mais faut être prêt, ouais, faut être prêt. L'instinct paternel, tu penses que ça existe ou pas? Ouais, je pense que ça existe au même titre que l'instinct maternel. Euh, alors, est-ce que c'est un instinct? Je ne suis pas suffisamment rigoureux sur la définition pour le dire. En tout cas, c'est, ça va au-delà de l'émotion ou du sentiment. C'est un engagement et en fait, en tout cas, moi, j'ai du mal à genrer les choses, tu vois. Donc, l'instinct, j'aurais dit l'instinct parental, en tout cas. Ok. Tu vois, et que qu'on soit un homme, une femme, qu'on se définisse d'un autre genre, peu importe, on peut avoir l'instinct, tu vois, de subvenir aux besoins, d'être là. Et il y a des choses qui peuvent être assez innées, il y a des choses qui peuvent être. Alors, beaucoup de choses s'apprennent, mais effectivement, chez certaines personnes, il y a un socle qui est là, présent, et quelque chose qui demande qu'à éclore. Et c'est sûrement, bah, c'est peut-être ça, justement, ce socle, c'est peut-être ça qu'on appelle l'instinct. Ouais. Tu l'as? Enfin, tu l'avais? Euh, Bah, en fait, moi, ça a été hyper naturel. Donc, je dirais que j'ai une sorte d'instinct. Je suis pas très modeste là, mais j'ai, c'est naturel, ouais, c'est assez naturel. Alors, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que je suis tout le temps là. Mais j'ai des moments de galère, il y a des moments où je me dis, mais je suis vraiment pas un bon père du tout, tu vois. Mais c'est des moments, je sais que tu vois, sur le long terme, enfin, voilà, je sais que ce que je fais, j'ai le sentiment en tout cas que c'est bon pour elle, tu vois. Euh, donc, et je pense que c'est cet instinct qui guide, parce qu'après aussi, il y a possibilité de se documenter. Il y a beaucoup de travaux, tu vois, de psychologues notamment. Alors après, il y a beaucoup de cours de pensée différents, peut-être qu'on y viendra. Et donc là, faut faire attention aussi. Mais c'est vrai que souvent, je me dis avec une petite fierté, ah tiens, ça, je le fais déjà, ou voilà. Et, et bon, ça, c'est des petites victoires, quoi. Mhm. Et peux-tu nous parler d'elle? Quelle est sa personnalité, son caractère? Euh, elle est, alors bon, tous les parents te diront que c'est la meilleure, etc. En tout cas, je la trouve. Il y a un trait de caractère qu'elle a, c'est qu'elle est introvertie. En fait, on peut penser aussi que tu vois, tout vient de l'éducation. Que en fait, bah, si j'éduque pareil un enfant et un autre, ils vont, grosso modo, ils vont devenir pas les mêmes personnes, mais ils vont grandir pareil. Et en fait, là, moi, je me rends compte que ce que je pouvais croire était faux et qu'il y a vraiment un socle qui est là aussi, qui est chez l'enfant, qui est très différent. Et elle, même si on va l'éduquer en essayant qu'elle soit sociable, tu vois, qu'elle aille vers les autres, etc., elle a toujours un moment d'observation. Elle se met en retrait. Elle veut pas trop faire de vagues. Euh, et donc ça, c'est vraiment inhérent à son caractère à elle. C'est-à-dire que euh, c'est pas nous qui lui apprenons ça. Ça, c'est sûr. Après, elle est bon, bah, elle parle. Pour son âge, elle parle très bien, elle se développe très bien, très vite. Et bon, je trouve que c'est génial, moi, toujours attendri par les mots qu'elle sort, qu'elle répète en mimétisme, comme l'autre fois où c'était moi qui allais la coucher, et puis elle voulait pas se coucher, donc j'ai haussé le ton, et elle me dit, t'es pas sympa, papa, parce que je lui avais déjà dit qu'elle était pas sympa, parce qu'elle voulait pas se coucher. Et ça, bon, là, on doit se mordre les lèvres et se dire,
faut pas que je rie parce que sinon c'est perdu, mon autorité est flinguée. Euh, après, elle veut toujours courir partout. Elle est très très souriante. Elle est très empathique, très très empathique. Parce que aussi on est sans cesse en train de la câliner. On lui montre toujours qu'on l'aime pour lui assurer une sorte de un socle, tu vois, affectif. J'utilise beaucoup le mot socle, mais là peut-être même pas un cocon parce qu'on veut pas l'enfermer là-dedans. Euh, ah oui, c'est un port d'attache, tu vois. C'est de se dire, voilà, elle a toujours le port d'attache et c'est tout l'amour qu'on lui porte et on lui donne confiance. Et comme ça, si elle veut s'éloigner, alors bah, au début, elle a 2 ans, 4 mois, donc elle s'éloigne pas trop, mais quand elle voudra s'éloigner un petit peu, elle saura toujours où revenir et comment revenir. Et ça, c'est le plus important. C'est ça, c'est ce port-là. Mais du coup, ça fait qu'elle est, alors peut-être que c'est sa personnalité, mais peut-être qu'on l'accentue aussi par tout cet humour, un accès en fait facile au sentiment, tu vois, de se dire voilà, bah, c'est ok d'être super excité, c'est ok d'être triste, tu peux pleurer, voilà, on évite de dire quand elle pleure, par exemple, arrête de pleurer. Alors, ça nous arrive, mais très 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 rarement. Et donc, ouais, ça fait une personne très très empathique, sûrement elle l'avait. Et aussi, elle fait des blagues, elle a l'humour, et ça c'est très cool aussi. Mm. Et à quel niveau elle te ressemble, que ce soit physiquement ou mentalement? Et ben, physiquement, bon, alors ma compagne est eurasienne, donc tu vois, les yeux, c'est plus, ça se voit direct, tu vois, c'est plus les siens. Après, la forme du visage, et bon, moi j'ai un pote qui me dit, ah, mais c'est ton portrait craché. Mais c'est souvent, tu vois, les potes qui nous connaissent bien, qui savent retrouver justement dans les visages des traits. Euh, Moi, je trouve qu'elle me ressemble pas mal, mais je trouve aussi qu'elle ressemble beaucoup à ma compagne. J'essaie de pas froisser, hein, parce que on a envie que, tu vois, que bah, c'est notre enfant à chacun, quoi. Donc, faut partager aussi ça. Et après, dans la personnalité, bah, je dirais ce côté introverti et un peu réservé, tu vois, que moi, je partage beaucoup. Je suis beaucoup dans l'observation. Et c'est vrai que, tu vois, quand il y a beaucoup de gens, bon, j'ai tendance à me replier un petit peu, et si je viens pas me chercher, ça va être un peu difficile. Elle est comme ça. Euh, Après, ben, elle aime bien se déguiser, se mettre des trucs sur la tête, etc. Ça, c'est parce que, en fait, ben, on n'arrête pas de le faire, et donc, elle l'a aussi. Et c'est vrai que de l'empathie, on est tous les deux très empathiques avec ma compagne, on a beaucoup de, ouais, donc, ouais, sur ces choses-là, je dirais. Ok. Et quelle valeur, quelle éducation tu lui transmets alors? Donc là, c'est encore, mais enfin, on parle quand même là d'éducation à son âge. Moi, je veux bien qu'elle comprenne, sans lui répéter comme ça, mais qu'elle sente qu'elle peut tout faire. Elle peut tout faire, tu vois. Moi, je suis là pour ouvrir le champ des possibles. Je suis pas là pour choisir pour elle, tu vois. Je peux être là pour la guider, au bout d'un moment, voilà. Mais pour l'instant, voilà, lui montrer, lui donner confiance en elle, de l'assurance, euh, lui montrer qu'elle est capable, tu vois, qu'elle a tout en elle pour réussir. Non pas qu'elle soit meilleure que les autres, c'est vraiment pas ça du tout. Et justement, la modestie, c'est une valeur aussi que je veux lui apprendre, quoi. Mais surtout qu'elle ressente en elle une sorte un pouvoir, voilà, qu'elle est pas, qu'elle est, comment dire, oui, ouais, qu'elle a tout en elle et qu'elle est pas enfin, je sais pas comment le dire, mais parce que tu vois, moi quand je vois par exemple, je sais pas sur internet, euh, tous les gens, et alors moi je dis ça alors que même que je suis sur Insta pas mal, etc. Mais tous les gens qui veulent une attention exacerbée, enfin qui veulent beaucoup d'attention, je pense souvent que ça, alors ça peut être très bien si c'est couplé à justement beaucoup de la créativité, de la volonté, comment, une volonté d'arriver quelque part, etc. Mais parfois c'est un petit peu gratuit, c'est juste un peu regardez-moi. Et ça, je pense que par l'éducation, on peut arriver à l'atténuer ou à le gommer voilà. Donc ça, c'est, ouais. Et puis surtout, bah, c'est une petite fille. Enfin, je ferais pareil si j'avais un garçon, mais c'est vrai que les petites filles, enfin, il y a bien sûr le débat sur la place de la femme et sur l'empowerment est vraiment au centre, tu vois, de la société. Et donc moi, j'y pense aussi tous les jours puisque j'élève une fille.
Et du coup, je trouve que c'est important que dès le début, elle sache qu'elle vaut aussi bien qu'un homme, ou que tu vois, ça paraît logique. Donc, vraiment, surtout, ne pas mettre d'étiquette, ne pas mettre de cases. J'essaie, tu vois, même quand je sens qu'elle a un trait de caractère, par exemple, ou qu'elle a peur assez régulièrement, par exemple, chose, j'essaie de pas lui dire t'es peureuse, par exemple, tu vois. Parce que je trouve que c'est destructeur, en fait, de se dire, et ensuite elle va l'intégrer, elle va se dire je suis peureuse, et donc elle va avoir peur de tout, et ensuite ça va devenir un trait de caractère, un trait de personnalité, alors qu'en fait, simplement en essayant de traiter la chose pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une peur momentanée de quelque chose, et de pas rebondir dessus en lui mettant d'étiquette, voilà, en fait, on n'infléchit pas le caractère, mais on le laisse vraiment aller là où il veut. Donc c'est vraiment ça, moi, toute notre place à ma compagne et moi. C'est juste, bon, c'est pas un tuteur en fait. On s'est trompé, je pense. Tu vois, le tuteur, il est là, il va guider la plante comme ça. Moi, non, j'essaie juste, je suis là, tu vois, j'essaie de faire en sorte que tout se passe bien autour pour qu'elle pousse exactement comme elle veut, tu vois. Euh, et ça, c'est le plus important finalement. Et est-ce que cette éducation, est-ce que ces valeurs, c'était quelque chose que tu avais conceptualisé avant? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé? C'est-à-dire, moi, si j'ai un enfant, si j'ai une fille, si j'ai peu importe, j'aimerais, entre guillemets, l'éduquer comme ça, lui transmettre ça, et là, du coup, tu appliques ce que tu avais imaginé, ou alors est-ce que c'est venu assez intuitivement? Eh ben, en fait, je crois que ça vient déjà de mon éducation à moi. Ok. Parce que en fait, mes parents étaient très, très permissifs. Ok. Ils nous ont toujours fait confiance, nous ont donné, le cadre, mais en fait, voilà le cadre, maintenant, faites comme vous voulez. Mais on était très entourés quand même, hein, de beaucoup d'amour et cetera, mais et en fait, on s'en est tous bien sortis et cette confiance-là, tu vois, elle valait vraiment, elle valait tous les discours, fais comme ci, fais comme ça, vraiment, voilà. Parce qu'en fait, elle valorise l'erreur aussi. Tu vois, c'est comme quand je l'amène au parc, il y a différentes manières de voir les choses, tu vois. Je vois des parents qui disent, quand leur fils ou leur fille essaie de monter à un filet, ils leur disent mets ton pied là, mets ta main ici, voilà, c'est bien, continue. Ah, là, tu es presque, fais ci, fais ça. Et ça part d'un sentiment très très louable. En fait, ils veulent aider l'enfant. Ils disent bon bah, je vais te faire grandir. Moi, il y a des choses que je sais, donc je vais te les apprendre. Ça va aller plus vite. Sauf que pour moi, ce qu'ils oublient, c'est oui, la valeur de l'erreur, la valeur de parfois la gamelle. Et donc, ce que j'essaye de faire, mais je me retiens souvent, mais c'est de la laisser faire exactement comme elle veut, mais d'être là pour pas qu'elle se fasse mal, mais de lui donner pas de conseils sur ces choses-là. Et en fait, moi, je me suis rendu compte à cette petite échelle qu'elle évoluait super vite. Parce que notamment, j'ai vu enfin, des enfants qui avaient le même âge et qu'on avait un petit peu trop trop guidée comme ça, qui était beaucoup moins à l'aise en fait avec les choses. Alors que elle, comme elle a pu tester que cette solution elle fonctionnait pas, celle-ci non plus, bah, c'est celle-ci qui marche. En fait, et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Elle s'est constituée en tant que personne capable. Je suis capable et je le fais. Et maintenant, elle a à cœur de faire les choses toute seule. Euh, et donc ça, moi, je l'avais pas forcément intellectualisé, mais ça venait de mon éducation était comme ça. Donc, je pense que souvent, on devient aussi le produit de ce que, enfin, dans une certaine mesure, de ce que font ses parents. Après, tu vois, moi, je sais que je suis une personne qui est beaucoup, j'ai passé pas mal de temps tout seul. Enfin, j'avais beaucoup de potes, pas de problème de ce côté-là, etc. Mais j'aimais bien passer mon temps un petit peu tout seul, à intellectualiser, à réfléchir, etc. Et c'est vrai que moi, je pense que j'ai beaucoup intellectualisé sur les choses qui, moi, me faisaient évoluer, sur la manière dont je pouvais fonctionner. Et donc, comme j'estime que je suis pas différent d'un autre, euh, à part pour le caractère, mais sur la manière d'apprendre, sur la manière d'évoluer, etc. Je pense que j'en ai tiré inconsciemment des espèces des espèces de théories sur comment les gens pouvaient évoluer et comment les faire évoluer, etc. Et donc, Ok, tu vois, je pense que toute cette introspection, elle m'a servi ensuite, plus tard, je pense, je avec elle. comprends tout à fait. Et qu'est-ce que tu aimes le plus partager avec elle?
Alors, ce que j'adore partager, j'aime bien jouer avec les mots. C'est con, mais tu vois, en fait, moi, je lui apprends déjà, elle parle, c'est vrai que je l'ai dit, elle parle très très bien, et je profite du fait qu'elle parle bien pour déjà lui apprendre à jouer avec les mots. Alors, elle fait pas des jeux de mots, hein, mais elle les distorsionne, elle les torsionne pour faire des sons plus rigolos. Alors qu'elle connaît très bien le mot, voilà. Et ça, je trouve ça fantastique parce que c'est là qu'en fait on commence à jouer avec les mots et puis après on commence à jouer avec les idées. Et c'est comme ça que ça vient et c'est comme ça qu'on a des idées. Enfin, et bref, je pense que la créativité, elle commence peut-être par là, par le langage. Et ça, moi, elle m'éclate quand tu vois, elle me regarde et puis que oui, elle utilise le même mot qu'on a utilisé différemment, tu vois. Et donc là, on passe 30 secondes à s'échanger des mots qui veulent rien dire, tu vois, comme ça, juste parce que ça nous fait rire. Euh, ça me fait, ouais, bon, c'est un petit, ouais, c'est un petit truc que je Non, mais partage, c'est mais très bien. elle le Super. partage aussi avec ma compagne qui aime bien aussi ce genre de trucs, tu vois. Hmm. Donc ça, c'est drôle. Ouais. Ok. Et est-ce que tu t'es découvert en tant que père? Est-ce que tu as découvert un autre Jordan? Écoute, moi, je suis quelqu'un de très, à la fois très patient et de pas patient du tout, mais plutôt très exigeant avec moi et peut-être avec les gens que j'aime aussi. Donc j'avais très peur, enfin j'avais pas très peur. Je savais que j'allais être exigeant avec elle. Alors là, on n'est pas encore dans cette exigence-là parce que elle est très très petite et je suis pas exigeant. Comme j'ai dit tout à l'heure, je pourrais pas dire tout ce que j'ai dit avant et dire Bien et je sûr. suis très exigeant. Il faut que ça pas du tout. Hein, je suis vraiment très. Mais je sais qu'il y a au bout d'un moment quand elle sera plus grande, etc., où je vais devenir un peu le père exigeant, mais que je garderai toujours tout ce socle d'amour, etc. Hein. Alors après, je te dis, je sais pas, parce qu'en fait, je le suis pas et je le suis pas maintenant là et non, il y a des chances qu'en fait, donc il y a des choses il y a beaucoup de théories qu'on a hein, sur soi en tant que parent et effectivement, il y a beaucoup de choses qui volent en éclats. Et ça, c'en est une. Euh, Moi, je m'étais pas intellectualisé en tant que parent, tu vois. Pour moi, c'était juste la, c'était toujours le moi, en fait, qui passait par une autre étape de sa vie, mais sans véritablement changer, tu vois. Je pense que une de mes forces, c'est que je me connais très bien, tu vois. Et du coup, je sais pas si je pouvais me découvrir vraiment autre parce que je suis allé loin dans ma tête à me demander plein de choses. Et du coup, je suis à la fois surpris et pas surpris. En fait, on se laisse surprendre par le quotidien, par ce qui se passe, par les choses triviales du quotidien ou la fatigue, etc. Et parfois, voilà. Mais en tant que dans mon rôle de père, non, je suis assez, je l'ai pas imaginé vraiment et je suis pas surpris non plus. Ok, ça marche. Et quand on a un enfant, quand on a une petite fille et qu'on est impliqué notamment dans son travail, et toi dans l'entreprise Bonne Ouais. Gueule, etc., tu as proposé beaucoup de contenu, etc., etc. Est-ce que c'est difficile de redéfinir les priorités? Alors, non. Ça, en fait, oui, ça pourrait l'être, mais si tu veux, moi, tous les soirs, à 18h15, je coupe parce que je vais chercher ma fille chez la nounou. Et c'est pratiquement moi qui le fais tous les jours parce que ma compagne ne peut pas. Et c'est comme ça, tu vois. Et moi, j'ai aucune difficulté à dire, bah voilà. Et j'ai pas de regret à quitter le boulot à cette heure-là. Et jusqu'à, en fait, et après, c'est jusqu'à ce qu'elle soit couchée. Alors, on a couché un petit peu tard, nous, parce qu'on a du mal à laisser se coucher. Mais jusqu'à 20h30, 21h. Et après, je suis trop vanné pour travailler. Mais c'est comme ça, tu vois. Et là, franchement, j'ai vraiment, j'ai pas de mal à ça. Mais après, c'est aussi parce que je suis dans un travail où je peux m'organiser comme je veux. Et si tu veux, parfois, ça m'arrive aussi le week-end, quand tu as fait la sieste l'après-midi, de travailler, tu vois. Donc, je rattrape certaines choses, donc je m'organise différemment. Mais c'est sûr que ça n'arrive pas tu vois, de travailler alors qu'elle est réveillée et de privilégier le travail à elle.
Jamais. Et ce qui m'arrive de faire de temps en temps, c'est tu sais, par fatigue, aller en train de jouer à la cuisine, là, et puis avec que je sois là, et c'est pas très intéressant parce que c'est des jeux de. Alors c'est fantastique, ils se développent, mais parfois, bon, voilà. Et donc je commence à sortir mon portable, et je suis dessus, et là j'essaie de me dire, attends, non, voilà, c'est important ce qui se passe là, pose-le, et même si là tu t'ennuies un peu, sois disponible quand elle te regarde pour dire, ah, regarde, j'ai fait ça, tu vois. Eh ben, tu dis pas que c'est superbe et que c'est la meilleure du monde, mais ah, d'accord, et puis tu essaies de la stimuler, quoi. Mm. Parce que sinon aussi, ben, ouais, avec les écrans, tu vois, si on voit toujours sur des écrans, forcément, elle se dit, bah, qu'est-ce qui se passe de si génial, je veux voir ça, quoi. Donc, mais par rapport au travail, non, je fais la part des choses, tu vois, je sais ce qui est vraiment, vraiment important. Moi, mon travail, ça m'éclate Mm. et je suis très content de faire ce que je fais et j'espère que je vais le faire pendant très longtemps. Euh, mais effectivement, la chose la plus importante, elle est pas là, quoi. Est-ce que Donc, tu dirais que est-ce que tu dirais que le travail a moins d'importance maintenant ou pas? ouais, 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 si, si. Ouais, clairement, clairement. Avant, avant, je finissais quand même beaucoup plus tard. J'étais très, très, très impliqué émotionnellement. Là, je le suis toujours parce que j'aime la boîte dans laquelle je travaille, bonne gueule. J'aime enfin, les collègues qui sont plus souvent des potes que des collègues maintenant. Mais voilà, je suis très lié à la boîte. Mais maintenant, il y a des choses pour lesquelles je me prenais vraiment la tête avant. Maintenant, c'est pas grave. Donc ça m'a fait mûrir aussi sur le travail parce qu'effectivement, avant aussi, c'était pas grave, sauf que je me prenais plus la tête dessus. Maintenant, j'apprends à vraiment me prendre la tête sur les choses sur lesquelles on a besoin de travailler et de se prendre la tête, et il y a certaines choses qu'on doit laisser passer. Donc avec la paternité, c'est vrai que ça fait le tri, quoi. Parce que sinon, on s'en sort pas, tu vois. Vraiment, faut faire la part des choses, quoi. Est-ce que tu penses qu'une fille et un garçon, ça s'élève pareil? Euh, je pense qu'on, de fait, moi, je pense que je les élèverai pareil parce que j'ai mes grandes, j'ai enfin pas des théories parce que ça fait, mais j'ai des convictions. Après, peut-être qu'il y a le retour est pas forcément le même. C'est vrai que moi, ce que j'ai tendance à observer chez les, les petits de mes potes, c'est que souvent, effectivement, les garçons sont beaucoup plus énergiques, ils sont beaucoup plus à lancer des trucs, ils sont beaucoup plus dans le physique, quoi. Mais je pense aussi que c'est sûrement lié à la manière dont on envisage les garçons dans notre tête, où on se dit, voilà, bah, toi, t'aimes plutôt ça, machin. Euh, et donc, faut pas se dire que parce qu'on a vu quelques garçons agir comme ça, que c'est comme ça pour tous. Et je pense qu'en fait, tu vois, ce socle d'éducation dont je parlais, je pense qu'il est aussi bon pour une fille que pour un garçon. Tu vois, moi, j'essaie même pas enfin, d'évoluer avec elle en lui rappelant que c'est une fille, tu vois. Euh, moi, je m'en fous. Elle adore les petites voitures, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai à faire, tu vois? Enfin, je veux dire, qu'elle préfère si elle joue avec des poupées, bah, c'est très bien, mais si elle joue avec des voitures, c'est super. Elle veut avoir un tracteur pour Noël. Bah, alors, un tracteur pour Noël, tu vois, bah, ça n'a aucun sens pour moi, tu vois, de parler de genre à ce niveau-là. On parle de personne, tu vois, et puis la personne, elle évolue, elle aime ce qu'elle aime, et puis elle aime pas ce qu'elle aime pas, quoi. Mais il faut faire attention parce qu'effectivement, alors, je veux pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire de faire attention, d'avoir vraiment absolument tout de non-genré ou de l'habiller, justement, surtout pas de rose, parce que ça la catégorise. Ça, pour le coup, bon, on est cool par rapport à ça. Je trouve que c'est surtout psychologique, tu vois. C'est surtout de pas lui mettre de barrière, tout ça, parce elle est une fille, donc elle ferait pas ça, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc, moi, ce serait pareil pour un garçon. Je veux pas lui mettre de Mm. barrière parce que c'est un garçon, tu vois. Donc, on verra ce que ça donne, hein. Si jamais on en a un autre et que c'est un garçon, on verra. Je te répondrai à ce moment-là, mais je pense que je sais pas. Enfin, pour moi, je ferais pareil, je pense. Et puis, on verra ce que ça donne. Mm. Comment tu as vécu la grossesse de ta compagne? Écoute, c'est vrai que là, c'est un moment où bah, tout est centré sur elle.
ce qui est tout à fait logique. Et là, dans le couple, il y a un déséquilibre qui se fait, et c'est, encore une fois, je ne le remets pas en question, il est logique, hein, elle porte tout, moi je porte simplement les courses, quoi, c'est bon, on va pas comparer, quoi. Donc là, pendant autant de temps, bah, j'essaie d'être au maximum là. Et ce qui est vrai, que ce que je te disais tout à l'heure, c'est que, et en même temps, nous, on se rend pas autant compte qu'elles que ça change, etc. Donc on n'a pas encore des réflexes qu'elles, elles ont assez vite, quoi. Donc il faut qu'on apprenne quand même à être, peut-être que le rôle de paternité, peut-être qu'on l'apprend quand même un peu à ce moment-là, ouais, pour revenir sur ta question de tout à l'heure. Peut-être qu'en fait, ouais. Après, écoute, je pense que c'est comment le vit le père à ce moment-là, c'est très lié à comment le vit la mère à ce moment-là. Et bon, je ne vais pas parler pour elle, mais ça s'est bien passé. Elle était juste à un moment assez fatiguée quand même, et mal au dos, tu vois. Donc là, c'était plus difficile pour elle. Mais grosso modo, elle a plutôt bien vécu, tu vois. Mm. Donc, moi aussi. Après, tu vois, il y a un travail qui commence à. Tu vois que justement, là aussi, tout de suite, elles ont une connexion là qui se fait, tu vois, quand le bébé tape, même quand elles ressentent plein de trucs, je pense qu'elles n'arrivent peut-être même pas à décrire, je sais pas, une espèce de bulle qui se forme, etc., où elles le sentent. Bon, toi, tu le sens pas, tu vois. Donc le lien commence à se faire à ce moment-là. Et donc, souvent, elles se disent aussi, bon, bah, ce serait bien que toi aussi, tu établisses le lien. Oui, 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 je demande que ça, mais bon, comment on fait? Alors, il y a des techniques qui peuvent être de parler au bébé, tu vois. Il paraît que c'est machin. Alors moi, je me suis jamais senti hyper à l'aise là-dedans, tu vois. J'ai vraiment l'impression de, bah, tu parles à un ventre, quoi, tu vois. Et puis tu parles à quoi, en fait? Donc ça, tu sais, on a essayé de le faire. Je dis, vas-y, laisse tomber, je peux pas, je peux pas le dire. En revanche, ce qui était assez magique, et là, ça a commencé à faire son chemin, c'est quand, quand il tape, tu vois, mets ta main là, tape, il tape, et là je fais waouh, ok. Euh, Là c'est ouf. Et aussi un truc qui est dingue, c'est quand on entend les battements du cœur. À la deuxième écho, ou la première, je sais plus. Alors là, oui, c'est waouh, ok. Donc là, c'est comme un truc qui tape à la porte, qui dit, bon, tu vois, dans quelques mois, je serai là, tu vois, tu entends le cœur, tout, 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 tout. Ça, c'est ouf. Mm. Ça, c'est ouf. Mais c'est vrai que bon, bah écoute, pendant la grossesse, t'essaies d'être là au maximum, physiquement, c'est con, hein, mais d'être le corps qui peut porter tous les trucs. J'ai l'impression d'être dans OSS 117, mais qui peut porter tous les trucs un peu lourds, tu vois, et qui est maximum là physiquement et moralement, psychologiquement, essayer d'être un soutien parfois. Il peut y avoir des doutes, tout ça, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Enfin, je ne vais pas parler pour les autres. Tu sais pas ce que moi, je sais pas ce que je faisais. J'essayais d'être réconfortant, mais en vrai, t'es tous les deux t'as pris un billet pour un voyage, voilà, tu connais pas la destination, tu sais rien, quoi. Mm. Donc, difficile. Mm. Et dans le rapport à l'enfant, notamment en bas âge, est-ce que ça exclut d'être un homme, de ne pas porter l'enfant, de ne pas avoir ce lien si particulier, éventuellement ne pas donner le sein parce qu'il y a des femmes qui ne... Est-ce qu'on se sent exclu? Moi, je me suis pas senti exclu parce que justement, ma compagne n'allaitait pas. C'était son choix, et en fait, ça m'a vachement aidé parce que effectivement, je donnais des biberons. Après, je changeais. Je faisais tout comme elle finalement. Oui, on était à deux là-dedans. Et en fait, ça a été parce que après la grossesse, il y a eu, on n'en parle pas, mais il y a une période aussi, justement, pour les femmes, où il y a des douleurs au niveau de la poitrine notamment. Bah, c'est le postpartum, c'est tout le postpartum avec ce qu'il comprend. Et en fait, à ce moment-là, il y a aussi psychologiquement, tu vois, elle pouvait pas la porter parce qu'elle avait ces douleurs-là, et donc elle se sentait nulle. Après une semaine, se cataloguait déjà comme une mauvaise mère, etc., ce qui n'est pas du tout le cas. C'est simplement psychologiquement, il y a un état assez difficile à passer, euh, et où moi, en fait, je pouvais au moins, parce qu'elle n'allaitait pas, eh ben, en faire un peu plus, tu vois, à ce moment-là. Et ensuite, bah, ça s'est rétabli, tu vois, et comme ça, parce que si en plus, effectivement, elle avait l'allaitement, je critique pas du tout, bien sûr, cette pratique qui est un choix personnel et qui est très bien pour l'enfant, mais c'est vrai que le déséquilibre se fait sentir. Et moi, j'ai un pote qui vient d'être papa depuis juillet, et il me parlait un petit peu de ça, que lui, effectivement, bah, au début, ouais,
bah, il s'occupait des changes, quoi. Mais bon, du coup, dès qu'il pouvait aller prendre, enfin que son fils fasse la sieste sur lui, il le faisait parce que c'était un moment, voilà. Mais c'est vrai que sa femme avait plus de, de connexion et de lien au début avec l'enfant. Et ce qui lui, qui vivait pas mal parce qu'il savait bien qu'au bout d'un moment ça allait, mais un petit peu difficilement. Et moi, c'est vrai que tout de suite, j'ai pu être présent, j'ai pu faire le bain, etc. Et, c'était top parce qu'effectivement, voilà, cette connexion que j'avais sentie dès la naissance, tu vois, bah, j'ai pu la prolonger avec les gestes, voilà, temps impliqué physiquement aussi, quoi. Et Donc, merci Lucas. Lucas, il est bourré. C'est la mi-temps en rugby apparemment. d'accord, bon. J'espère que l'équipe de France gagne. Ah, Mais, c'est dimanche l'équipe de France. ah, c'est dimanche. Mais du coup, est-ce qu'on se sent un petit peu en retard au niveau de la connexion, dans le sens où justement on n'a pas vécu cette grossesse-là? Est-ce qu'on a l'impression, est-ce qu'on trouve facilement sa place? Est-ce qu'on a l'impression qu'on a quelque chose à rattraper, du temps à rattraper, quelque chose à rattraper? Du temps Est-ce- à rattraper par rapport à quoi? bah, par rapport au mois, finalement, où on n'a pas eu cette connexion directe avec le bébé. Est-ce, Ah oui. est-ce qu'on trouve euh, facilement sa place? euh, au, aux 9 mois où on était. Mm. Euh, écoute, je pense que c'est différent pour tout le monde. Et pour le coup, moi, ouais, j'ai trouvé ma place directement. J'avais très envie d'aller donner le biberon, de donner le bain, et je me suis rendu compte que j'étais assez à l'aise avec ça en fait. Tu vois, on peut se dire, là aussi, tu vois, pour pas mettre d'étiquette sur les hommes, c'est pas parce que c'est un homme qui saura pas assez vite, tu vois, donner le bain, etc. Euh, et elle m'en voudra pas de dire ça. Au début, j'étais un peu plus à l'aise qu'elle même. Et je sais pas pourquoi, tu vois. Et c'est comme ça. Et pour autant, il y a eu des témoignages d'hommes qui disaient non, oui, que c'était difficile, ou même qu'ils étaient simplement moins impliqués. Mais ça arrive à des femmes aussi, hein, qui sentent pas le truc, et que ça n'arrive parfois jamais. Et c'est comme ça, tu vois. C'est pas moralement condamnable, quoi. C'est juste comme ça. Tu fais avec ce qui se passe et tu essaies de faire au mieux, quoi. Mm. Ok. Et avec ta compagne, concernant l'éducation, les charges parentales, est-ce que vous êtes plutôt dans la complémentarité ou chacun fait tout? On a là aussi un gros socle commun, tu vois. On est d'accord sur la plupart des choses. Et de temps en temps, il y a des petits trucs où on se fait, ah non, là par contre. Mais alors, c'est difficile. J'ai pas forcément d'exemple là, mais tu vois, euh, c'est. C'est souvent sur les petits détails. Donc nous, on a la chance parce que c'est des petits détails, c'est vraiment pas. Voilà. C'est vrai que là, si j'ai un conseil quand même à donner, c'est peut-être qu'au début, avant de vouloir des enfants, il faut en parler parce que c'est vrai que si jamais le gosse est là et qu'on se rend compte qu'on a des manières de faire diamétralement opposées, là, ça va poser problème. Là, je sais même pas comment ça peut être viable finalement. Sauf avec donc deux personnes très intelligentes qui vont s'en rendre compte. Mais bon, c'est waouh. Donc nous, bon, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble, ouais, 9 ans, tu vois. Donc bon, on se connaissait très bien, on savait que on n'en avait pas vraiment parlé, si tu veux, mais on parlait suffisamment d'autres choses, de manière de voir la vie, et peut-être oui, peut-être d'enfants d'autres personnes, ou je sais pas, mais pour savoir que ça matcherait. Et effectivement, ça matche très bien. C'est vraiment sur des micro-détails. Euh, Mm. et puis parfois, c'est aussi une fatigue. La fatigue qui te fait dire quelque chose ou quoi que ce soit, effectivement. Alors, au début, quand c'est vraiment un bambin, un nourrisson, un bébé, là, il y a la fatigue qui est à fond et là, il y a des grosses tensions. Qu'il est 4 heures du mat et que tu sais pas trop ce que tu fais comme ça, là, ouais, il peut y avoir, ça peut être très très difficile à ce moment-là. Ouais. Mais après, dans l'éducation, là, pour le coup, ça va. Mm. Et est-ce que tu projettes que tu t'impliqueras dans tout ce qui est puberté, ou est-ce que tu laisseras ta compagne gérer Ah ça? ouais, ça c'est une. Écoute, bah, en fait, moi, je veux qu'il n'y ait pas de tabou. Je veux qu'elle puisse me parler de tout, n'importe quoi, qu'elle sente pas qu'il y ait ouais, je veux absolument pas de tabou, quoi. Et moi, j'essaierai de pas en avoir avec elle. Alors, je respecterai l'âge dans lequel elle est, quoi. Parce qu'il y a
le fait de ne pas expliquer comment on fait les enfants à un enfant qui a 9 ans, je trouve que c'est plutôt du bon sens parce que il y a des stades d'évolution aussi. Faut voir, voilà. Mais pour autant, je veux vraiment qu'elle se sente toujours, qu'elle puisse me parler de tout et qu'il n'y ait pas de tabou. Après, pour ce sujet-là, bah, la vérité, c'est que j'en connais beaucoup moins que ma compagne. Donc, donc là, mon rôle sera peut-être plutôt là, de rassurer, de l'écouter, mais d'ouvrir la discussion justement, peut-être à trois si c'est moi qui viens voir. Mais je pense que je ferai de mon mieux là-dessus, mais j'essaierai pas, quand je sais pas, je dirais que je sais pas et que on va se renseigner, tu vois. Euh, mais j'essaierai jamais d'inventer des réponses pour pas perdre la face, parce que je pense que ça c'est un truc que des parents, j'imagine, peuvent faire. Ils sont tentés de garder cette place de la figure parentale, donc de l'autorité. Et du coup, quand on pose des questions à cette autorité, il faut avoir une réponse. Ben, je m'efforcerai, moi, quand je sais pas, de lui dire que je ne sais pas et qu'on va chercher, et voilà. Donc, je pense typiquement pour ce sujet-là, bien sûr, je suis pas complètement inculte, je pense pouvoir répondre à pas mal de questions, mais il y a sûrement des choses, bah, oui, des choses qu'elle va vivre, que moi je ne vivrai jamais. Et donc, je serais mal placé pour la guider. Enfin voilà, donc on verra comment ça se passe à ce moment-là. Mm. Alors, tu es un homme de bonne volonté qui cherche justement non, en tout Ouais, cas, ouais. c'est vraiment ce que tu partages, qui cherche justement à équilibrer les rôles au sein du couple. Est-ce que malgré tout, en tant qu'homme en 2023, est-ce qu'on n'a pas peur de ne pas en faire assez? En tout cas, alors, euh, écoute, à mon échelle, non, parce que moi je fais vraiment ce que je ressens, ce que j'ai au fond de moi, on se partage très très bien. Et puis, en fait, on a une relation aussi avec ma compagne où quand on a des moments où on n'en peut plus, où on a besoin de prendre du recul, que ce soit pour une soirée, un jour, parfois plus, ça nous arrive rarement, mais on le dit à l'autre. Et on dit, écoute, là, j'arrive un peu à saturation, je vais avoir besoin de ce temps-là rapidement. Donc, ce serait cool qu'on s'organise, tout ça. Donc ça, c'est top. Et tous les deux, eh ben, on réclame de temps en temps une sorte de temps mort. Là, il faut que je... voilà. Après, ce qui est très, très... en fait, la société nous rappelle tous les jours qu'on n'est qu'un homme par rapport à l'éducation des enfants. Et qu'on sera jamais une femme, qu'on sera jamais une maman, qu'on est un père, mais c'est quand même, c'est le deuxième parent, le père, tu vois. C'est de temps en temps pour plaisanter, je m'appelle comme ça auprès de ma compagne. Mais en fait, tu vois, dans les repas de famille, enfin, moi j'ai eu de la chance parce que mes parents, ma mère notamment, m'a jamais fait ressentir comme ça. C'était vraiment, voilà. Mais il y a eu des moments où dans la famille ou dans des proches, ou même dans des discussions de copains un peu lointains, etc., t'es, t'es ramené à ce rôle-là de figure parentale un peu plus distante. De dire, ah oui, bon, toi ça va parce que tu dois avoir quand même des soirées de libre et tout ça. Ou alors, tu vois, quand on demande systématiquement à ma compagne, par exemple, est-ce que Madeleine, c'est le nom de prénom de ma fille, est-ce que Madeleine a mangé, elle a mangé quoi ce soir? Ou alors, tu lui as donné un bain hier ou tout comme ça. On me demande pas à moi, parce que c'est la mère qui sait ces choses-là. Alors après, il est vrai aussi que c'est ma compagne qui s'occupe de beaucoup de choses pour notamment les rendez-vous médicaux, le côté administratif aussi, tu vois. Mais après, pour enfin, tout le reste, et ça, je pourrais le faire davantage, hein, ça, faut un engagement qu'il faut que je fasse. Mais c'est vrai que ça, à chaque fois, c'est vexant. Parce qu'on est toujours voilà, relayé au second rang. Et en fait, les gens font pas ça parce qu'ils sont méchants, hein, ils font ça parce que pour eux, c'est juste normal, quoi. C'est comme ça que peut-être, je ne sais pas, peut-être leurs pères ont été. Alors après, bon, les choses évoluent justement. Et moi, je sais que mon père était moins impliqué, en tout cas dans notre éducation, jusqu'à ce qu'on devienne plutôt. Et encore, je sais pas, je dis ça alors qu'il était peut-être pas ici, il me regarde pas, je pense, mais et il m'en voudrait. Mais c'est vrai qu'il y a une différence de génération quand même, je pense, où là on a envie d'avoir, il y a des pères qui sont beaucoup plus
sûrement beaucoup plus impliqués et qui en ont marre justement d'être stigmatisés en tant que deuxième parent parce que c'est pas le cas. Sans enlever bien sûr tout ce que les mères font et qu'on ne peut pas faire, notamment au niveau physiologique, voilà, on est battu. Mais bon, pour tout le reste, voilà, il y a des gens qui sont, voilà, on n'est pas le deuxième parent, le parent pauvre. On a envie de faire, d'être là présent aussi bien, de faire aussi bien et de s'impliquer autant, quoi. Hmm. Ouais. Être une femme, c'est particulier dans la société, notamment avec le sexisme, les agressions. Est-ce que tu crains cela pour elle? Est-ce que tu penses ou pas? Ouais, ouais, j'y pense, et c'est aussi pour ça que je veux qu'elle se sente capable, qu'elle se sente intelligente, qu'elle se sente, voilà, pour justement pouvoir la prémunir contre, dans le futur, peut-être une position dans laquelle on la rabaissera parfois. Alors j'espérais qu'on aura changé parce qu'elle a que 2 ans et 4 mois, quoi, mais bon, peut-être pas. Il y a aussi le fait que ma compagne est médecin généraliste et en fait, elle a très souvent des témoignages de jeunes femmes, souvent qui ont été harcelées, abusées. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires. Ça fait flipper. Et souvent, quand ces femmes-là le disent au médecin, c'est peut-être déjà quand elles le disent au médecin, c'est-à-dire que ça va être hyper rare. Et surtout, vont peut-être le dire qu'à lui, qu'à cette personne-là. Et en fait, c'est des histoires donc potentiellement autour de nous, sur toutes les femmes qu'on connaît. Eh bien, moi, je sais que dans mon entourage, il y a beaucoup, bien sûr, qui ont été harcelés, aller parfois jusqu'à l'agression. Même un simple sifflement, un simple mot, etc., c'est des choses que nous, on subit pas. Enfin, en tout cas, je veux pas généraliser non plus, mais que moi, j'ai pas subi. Donc voilà. Et ça, ouais, ça me fait hyper peur. Donc, c'est comment on fait là entre mon envie qu'elle soit indépendante, qu'elle puisse, tu vois, faire ses propres choix, aller là où elle veut, Oui. etc. Et en même temps, l'envie de se dire, quand même, ce serait mieux si elle était toujours où je peux la voir. Alors, c'est le cas pour l'instant, enfin, ou presque, mais quand elle est chez la nounou, non. Mais quand elle sera plus grande, effectivement, on peut pas l'enfermer dans un donjon, quoi. Sinon, c'est contre-productif. Mais effectivement, quand tu vois tout ça, ça fait peur. Alors voilà, faut donner toutes les armes qu'on peut, euh, et dès qu'on peut, donc dès le plus jeune âge, pour leur dire qu'elles sont suffisantes dans leur personnalité, elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, et qu'elles s'entourent de bonnes personnes, qu'elles puissent justement, comment dire, distinguer aussi, voilà, des gens qui peuvent manipuler, ou je sais pas, ça vaut aussi pour les mecs, hein. Euh, mais donc à la fois qu'on soit un homme ou une femme, qu'on puisse déceler aussi quelle personnalité est toxique, qui sont les gens qui sont toxiques, et les virer de notre vie le plus rapidement possible. Et voilà, donc c'est tout ce travail-là. Mais de toute façon, quand tu deviens père ou mère, je pense que là, tu mets sur on le bouton de ton inquiétude. Paf, maintenant, tu vas être inquiet toujours. Mm. Ça s'arrête jamais. Mm. Voilà. Ok. Et on dit souvent qu'il est difficile pour une femme qui devient mère de rester femme. Est-ce que tu penses que ce soit la même chose? Est-ce que tu penses que c'est la même chose pour un homme? Eh ben, je pense que c'était surtout dans un contexte avant où on avait sûrement beaucoup mis les femmes dans la case justement de la mère, et quand elle devenait mère, elle n'était plus que ça, parce que c'était pratique pour les hommes, voilà, on va pas revenir sur le patriarcat, et en fait c'était, je pense, important pour elle, d'affirmer qu'elles étaient aussi des femmes, parce que on les prenait que pour des mères, ces femmes-là, et donc c'était, je pense, forcément important dans leur empowerment, voilà, de pouvoir l'affirmer. Chose que je pense pas. Alors moi, enfin, disons que c'est pas antinomique, tu vois, d'être père et de rester un homme. Je sais pas.
là aussi trop ce que ça veut dire non plus, c'est-à-dire que je reste fidèle à moi, à ce que j'aime, j'ai toujours les mêmes rêves et j'ai toujours envie de m'épanouir. Effectivement, c'est peut-être ça. Je veux m'épanouir aussi autrement que dans la paternité, mais en même temps, je vois ça très très lié. C'est-à-dire que si moi je m'épanouis, alors je suis aussi un père épanoui pour elle, et c'est quand même vachement plus sympa. Donc je pense que maintenant, en fait, j'ai pas besoin de dissocier. C'est-à-dire que les deux sont corrélés et que plus je m'épanouis moi-même, plus je lui donne un exemple et j'espère un bon et voilà. Et puis elle-même, quand elle va grandir, sûrement elle me montrera aussi, elle sera un exemple pour moi aussi. Enfin voilà. Et donc si tu veux, voilà, je les oppose pas du tout. Ok. Bah écoute, merci. J'ai plus de questions. Je t'en prie, merci à toi. Tu m'as fait réfléchir finalement en live sur pas mal de trucs. Donc merci à toi, c'était très cool cette discussion-là, un peu à cœur ouvert. Écoute, avec plaisir, c'est le principe d'un live histoire. Merci de m'avoir consacré ce temps et Avec aussi plaisir. d'avoir accepté l'interview. Ouais, ouais, avec plaisir. Ah bah, c'est un sujet sur lequel j'ai pas trop l'occasion de discuter, donc voilà, c'est important aussi de donner, je pense, aussi peut-être une autre vision de la paternité et puis de pouvoir partager. Si je peux, merci Julie, si je peux donner un exemple ou inspirer, bah, ce sera déjà beaucoup. Bah, écoute, merci à nouveau, Jordan. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à aller voir le profil de Jordan, à aller faire un petit tour sur Bonne Gueule. Il n'y a pas que la chaîne YouTube, il y a également le blog, hein, Exactement. avec des articles de fond qui sont très instructifs, en tout cas moi qui me servent beaucoup. Et puis, ben, pour les autres, on se donne rendez-vous, si tout va bien, vendredi prochain pour un nouvel épisode d'un Live une Histoire. Normalement, on va recevoir un survivant du Bataclan. Voilà. Ah ouais, Il va ah nous ouais. raconter Là, son parcours et puis ok. comment il est revenu de tout ça. Bon, ce sera un témoignage très fort. Bah, écoute, on va faire en sorte. On va faire en sorte. Ça marche. Ben, Merci Flavien pour ton invitation merci. et merci à tous. À À bientôt. bientôt. Bonne soirée. Salut.